je m'appelle Hugo Neri et je suis chef produit du réseau de distribution de Cruze. Pourquoi nouveau contrôleur logique dans la gamme Millennium? C'est parce qu'on a un grand nombre de personnes qui utilisent les produits de la gamme Millennium aujourd'hui pour des applications petites, des applications simples et qui aujourd'hui se trouvent dans les marchés avec chaque fois des produits qui sont plus puissants, plus grands, avec plus de entrées-sorties, etc. Mais où ils n'ont pas besoin de ça, où ils ont besoin plutôt d'un produit qui soit petit, qui soit polyvalent, qui n'a pas un grand nombre d'entrées-sorties, mais que ça te permet de faire des choses intéressantes, par exemple comme faire de la communication Bluetooth entre un produit et un autre, etc. Et aussi que c'est un produit qui a toujours la même facilité d'utilisation que le reste des produits de la gamme Millennium. On va voir en première les besoins du marché qui va être exprimé déjà par notre commerciaux, qui va être exprimé aussi pour nos distributeurs. C'est en partie très important notre réseau de distribution pour avoir précisément des retours sur le marché. C'est quoi les besoins du client, c'est quoi les besoins qu'ils ont de façon technique, de façon commerciale. Et on reprend toutes ces différentes data, en plus des data qu'on peut chercher en ligne, etc. On fait des allers-retours avec les équipes techniques, avec l'équipe commerciale, pour voir les faisabilités, pour voir si les idées qu'on est en train d'avoir répondent aux besoins du marché. Donc, on prend beaucoup d'idées différentes et après tous les allers-retours, on devient dans un seul produit qui répond à ces besoins. Et une fois qu'on est tous d'accord avec ça, on débute avec les développements. Le principal challenge qu'on avait rencontré, je dirais, de côté technique, ça serait mettre toutes ces fonctionnalités qu'on pourrait avoir dans un contrôleur grand, dans quelque chose si petit que ça. Mais côté marketing, a été plutôt la façon de comment tu peux montrer, comment tu peux amener un produit de ces caractéristiques au marché, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et qui n'a même pas la même tête des choses qui existent aujourd'hui. Et côté commercial, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de défis parce qu'une fois que les gens commencent à savoir sur ces produits et à apprendre sur ces produits, ils deviennent intéressés directement. Dans quel cas ça devient intéressant, Millennium, pour toi? Ça serait quand tu as besoin d'avoir une application plus petite, déjà soit dans un panneau plus petit, soit dans une machine plus petite, soit aussi quand tu as besoin d'avoir une communication sans fil, que soit simple, que soit un style Bluetooth, quelque chose qui ne soit pas très compliqué, à quelques mètres de distance. Et aussi quand tu as beaucoup de produits différents dans ton application, que tu aimerais faire la rationalisation de ça dans un seul produit qui puisse tout faire. Soit tout faire avec lui-même, soit être dans tes différentes applications, mais avec un seul produit qui fasse différentes fonctions. Un des meilleurs souvenirs sur le projet, c'est intéressant parce que pour moi, le contexte, c'est que je venais de débarquer en France. Donc pour moi, c'était une nouvelle vie, c'était une nouvelle langue, c'était une nouvelle culture, et en même temps un nouvel projet, une nouvelle équipe. Et ce que j'ai ressenti depuis le début sur le projet Slim, c'était la passion que les gens mettaient sur ce projet-là et l'intérêt que les gens avaient sur ce projet-là. Je pense que c'était une des choses que ça m'a surpris. Il y avait quelque chose de spécial sur ce projet pour les personnes. Je m'appelle Jacques Ilonnet, je suis architecte système. Et un jour, j'ai vu une publicité sur l'automate le plus petit, le moins haut du monde, et tout, etc., qui sortait. Et donc, je me suis intéressé à ce produit. J'en ai commandé un. Et quand je l'ai reçu, très bien, formidable. Mais quand j'ai monté les connecteurs, je dis, bah là, il y a un loup, ça va pas. Il prend de la hauteur. Ça me paraissait incroyable. Je dis, ok, c'est bon, mais sans les connecteurs. Un produit sans les connecteurs, ça ne sert pas à grand-chose. Alors ensuite, donc, partant de ce constat, les automates programmables, eux, enfin les smart relais plutôt, ont deux formes facteurs. Celui-ci, le 4 modules et le 7 modules. Donc moi, mon idée était carrément de changer, de faire une nouveauté, c'est de faire un automate programmable en un module.
Au départ, j'avais commencé avec 2 modules. Et puis je me suis dit, non, allez, on va aller au challenge, carrément plus loin, 1 module. Dans le produit précédent dont je vous parlais avec la publicité, ce sont des sorties statiques. Voilà, donc c'est-à-dire ce sont des faibles courants. Tandis qu'une sortie relais, on peut se permettre des courants beaucoup plus importants et surtout, on a une isolation naturelle. C'est-à-dire qu'avec le relais, on peut mettre du 24 volts, du 220, etc., etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le relais, le problème que l'on avait, nous sommes fabricants de temporisateurs depuis très longtemps, ces relais sont mis à angle droit. C'est-à-dire qu'on a un deuxième PCB qui vient s'ajouter au PCB principal. Et là, l'idée, c'est de dire, non, je vais faire des économies, je ne vais utiliser qu'un seul PCB. Et comme l'idée aussi était d'avoir plus de relais que sur un timer, là, on a choisi 4 relais, il fallait absolument en trouver un de bonne taille, pas épais du tout. Et donc là, on a travaillé avec un fabricant de relais, et merci à lui, on a réussi notre challenge. Ah, la connectique a aussi été un challenge, c'est vrai. Les automates, les smart relays, sont des borniers qui sont intégrés, non débrochables, on les visse directement. Pour gagner de la place, l'idée est d'utiliser des connecteurs débrochables qui prennent beaucoup moins de place sur la base, sur le PCB. Et ensuite, l'intérêt est justement de pouvoir choisir soit un bornier à vis, soit un cache clamp. Et puis aussi, il y a des borniers à vis différents, des droits, à angle droit, etc. Donc ça, ce challenge, on l'a aussi, je pense, on l'a réussi. Pour le programmer, il faut une interface avec l'utilisateur, qui utilise, lui, soit un PC, je veux dire, classique, soit maintenant un smartphone. L'idée a été de dire, eh bien, on va supprimer le connecteur de programmation, qui est plutôt en USB aujourd'hui, la forme utilisée. On va prendre du Bluetooth. Le Bluetooth, contrairement au Wi-Fi qui est prévu dès le départ de faire du multipoint, de communiquer entre plein d'éléments différents, le Bluetooth, lui, non, c'est ce qu'on appelle du point à point. C'est-à-dire que je simplifie, et c'est comme s'il y avait un maître et un esclave, comme dans Modbus. Voilà. Or, ce Bluetooth, ces protocoles ont évolué et sont en train d'évoluer. Il y a différentes versions, il y a eu la version 4, la 5, enfin je ne parle pas de celle d'avant, mais aujourd'hui, voilà. Et le Bluetooth, maintenant, est capable de communiquer avec différents produits. Mais ce n'était pas encore au point. On a beaucoup travaillé là-dessus, et là, je peux le dire, ça fonctionne. Justement, en électronique, c'est un point sensible. C'est pour ça que la plupart des appareils, comme ici, vous voyez, il y a des trous d'aération. Il faut que l'air rentre d'un côté, il faut que ça ventile. Vu la place que nous avions, les connecteurs, etc., pas beaucoup de place pour faire de la ventilation. Donc, beaucoup de choses ont été concentrées aussi sur des composants qui consomment peu, de manière à diffuser peu de chaleur. Voilà, tout est contenu à l'intérieur de ce produit. On respecte toutes les normes automates à ce sujet. Vous voyez, le challenge aussi, là, a été remporté. Sur les normes, il y a beaucoup d'évolutions ces dernières années quant à la pollution. Ça, c'est un point important et c'est très logique. Il faut que les plastiques soient recyclables, etc. Vous voyez que c'est un produit qui n'a pas d'encre. C'est un marquage laser. On a les PCB. Vous avez des usines qui sont spécialisées maintenant dans la récupération des composants, etc. Et puis aussi, on a toutes les normes environnementales qui sont liées aux tenues par rapport à la CEM, la compatibilité électromagnétique. Il ne faut pas perturber le voisinage, et quand ce voisinage est perturbant, il ne faut pas non plus que nous, on soit perturbés.
Je m'appelle Guillaume Marie, je suis responsable du développement logiciel au sein de Cruiser. Alors il y en a eu plusieurs. Le premier, c'était d'offrir à notre communauté d'utilisateurs un dialogue sans fil, donc le Bluetooth Low Energy, le BLE, qui permet de dialoguer entre les automates de façon simple et robuste. Le deuxième, c'était de pouvoir faire entrer dans un form factor bien particulier tout un condensé de technologie et de performance. Donc on a relevé le challenge. Ensuite, on avait à cœur de pouvoir garantir à notre communauté d'utilisateurs une compatibilité ascendante. C'est-à-dire que nos utilisateurs qui ont l'habitude depuis très longtemps d'utiliser nos gammes de produits peuvent utiliser une application sur une gamme ancienne, la traduire sur une nouvelle gamme. Et donc pour le Millennium Slim, on a réussi encore une fois à faire cette compatibilité ascendante. Comme on peut le voir ici, le produit n'a pas d'écran. Donc l'une des solutions qu'on a apportées, c'était d'utiliser le smartphone pour utiliser le téléphone pour simuler une face avant et ainsi pouvoir justement modifier des paramètres ou télécharger très facilement une application grâce encore une fois au BLE. C'est très très simple. On a également la possibilité de mettre à disposition de notre communauté d'utilisateurs toute une bibliothèque d'applications simples et comme ça chaque utilisateur pourra venir un petit peu en mode App Store récupérer son application et la mettre très facilement via le BLE dans le produit. Le logiciel, c'est sur 1 an et demi de développement, c'est environ 100 000 lignes de code pour la partie embarquée, donc la partie qui est dans le produit. C'est plusieurs centaines de milliers de lignes de code pour la partie atelier logiciel. Et c'est environ plusieurs centaines de cas d'utilisation pour garantir justement que les fonctionnalités répondent au cahier des charges. La plus grande fierté, c'est déjà d'avoir relevé le challenge du marketing, qui était justement de faire ce produit dans le temps imparti. Et c'est en plus de l'avoir réussi avec une équipe de gens motivés, pluridisciplinaires, plurigénérationnels. Et donc ça a permis justement d'utiliser, l'expérience des plus anciens et leur ouverture d'esprit, et de l'associer justement aux jeunes de l'équipe qui ont la fougue de vouloir mettre de la nouvelle technologie dans le produit. Et ça a donné justement ce produit qui est très performant. I'm Germán Pérez, Global Creative Manager at Cruiser. Cruiser automation products philosophy, it's very interesting because every single thing we do, we can call it a product, we can call it a software, change in the structure inside the company, markets, and everything we do, all the materials we create, everything is related to one simple thing, which is simplicity. We develop new products with different goals in mind, but one of them is, of course, to enlarge the possibilities of markets, either for us, but also for our partners, but also for our customers. So our customers actually can have a specific market already for many years, and we have cases already that customers that currently use one of our automation controllers, and the size is the normal one, as you can find in the market. But this one, which is extremely small, actually, it's like 4 times smaller than competitors and than our own automation controllers. This one can open tons of possibilities to our customers, but also to our partners to find new markets, new applications, and there's tons of possibilities. We pass the different stages from conceptualization, and then once the product is developed and once the product is ready, it comes to us in communication, and then we prepare all the materials for something we call the pre-launch. So this is for our partners directly, distribution channel partners. And then we do the global launch, and we prepare tons of materials in the middle, something we call the media kit, which is to make, again, the life of our distributors and our partners easier. Well, the media kit, as I said before, we have every single marketing material, you name it. I mean, everything from banners to posters to printable 1-page brochure, 3-page brochure, things like that to make it
always, again, accessible and simple for everybody. We try to think in the different possibilities for our distributors and our salespeople. They go to the field and we try to be in their steps and, either to how to put the information, this new product that is coming in the website. So there's a process we try to respect and to make it as simple as possible for our distributors, but also for our salespeople and our distributor sales. So either digital, printable, video or website and SEO and every single thing we do, as again, like even extracted images of all our concepts and product pictures and so on to make it just as simple as possible. Just maybe a little secret, but I was really proud, like a couple years ago before, pandemic and so on, we used to have trade shows, like live trade shows. Hopefully we get back to it soon, but in one of these, I was, really happy that I found one of a guy from Schneider Electric with the same position as I do have right now for running specific product lines. And I was really flattered when he say, are you Creuset? You're the creative from Creuset, and I tend to follow your emails and I'm subscribed to everything you guys do because it's pretty cool, pretty interesting. So for me, just starting the company young, and just being there, it was pretty flattering and pretty cool to even know that we are doing something good. So our competitors even see us as an inspiration for the thing. So that's pretty cool.